On en vient aux questions ayant trait au logement et à l'urbanisme. La DLH 4 concerne la location de l'immeuble du 46 rue Championnet à Élogis-Siamp. Et la parole est à Éric Ellers. Merci Monsieur le maire. Donc, une nouvelle délibération qui concerne des loyers capitalisés. Donc une opération de création de logements sociaux dans un quartier qui est fragile, qui est même très fragile, puisque c'est le nord du quartier Amiraux-Saint-Plon, en lisière de quartier politique de la ville. Donc ce n'est pas le lieu le plus approprié pour créer de nouveaux logements sociaux. Et donc toujours ce fameux loyer capitalisé de 282 240 €, pratique financière qui déroge à toutes les règles de bonne gestion, qui est une sorte de hold-up contre les générations futures. Ça a donc nécessité une autorisation de l'État sous François Hollande, qui a été réitérée sous Emmanuel Macron, qui ont donc fait preuve de cette complaisance coupable. Maintenant, la hausse des taux fait peser les plus grandes inquiétudes sur cet endettement de la ville et l'endettement aussi des bailleurs sociaux qui, du coup, eux-mêmes doivent emprunter pour pouvoir financer ces loyers capitalisés. On voit le point commun entre Madame Hidalgo et Monsieur Macron, c'est que tous les deux ont cramé la caisse, comme l'affirme à juste titre la présidente de la région Île-de-France. À ce titre, le comparatif est éloquent entre la gestion de ces deux collectivités, Paris et l'Île-de-France. Paris a augmenté ses dépenses de fonctionnement jusqu'au niveau de 80% du budget, un train de vie qui du coup la contraint et limite sa marge de manœuvre, tandis que la région Île-de-France en 5 ans a baissé la part des dépenses de fonctionnement de 60 à 40%, ce qui lui laisse des marges de manœuvre pour investir et la capacité d'agir en cas de coup dur, ce que nous avons vu lors de la crise du coronavirus. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Ces loyers capitalisés, c'est lourd de conséquences. Pour toutes ces raisons, comme pour nous, la bonne gestion n'est pas une option, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Je vais donner quelques éléments d'analyse. Je sais que le rapport aux faits et à la réalité s'efface souvent derrière le goût de la polémique. C'est la nouvelle mode de la droite parisienne portée par sa candidate à l'élection parisienne. Ça nous change un peu de ce qu'était la pratique du groupe Les Républicains avant, qui, à minima, cherchait à se rattacher à un certain nombre de faits. Et donc je vais corriger ce certain nombre de faits. D'abord, on entend la remarque permanente, et ma foi, elle est relativement de bonne guerre sur les loyers capitalisés. On entend la même chose depuis quelques années. Je voulais juste rappeler que aussi bien Jacques Chirac que Jean Tibéry avaient utilisé, et ça a été rappelé par Paul Simondon dans différents conseils de Paris, mais le problème de la droite parisienne aujourd'hui, c'est qu'elle n'écoute jamais les réponses aux questions qu'elle pose, ou plutôt aux interpellations qu'elle fait. Et donc, aussi bien Jacques Chirac que Jean Tibéry avaient pratiqué, comme un très grand nombre de collectivités locales, cette pratique des loyers capitalisés, qui est tout à fait... alors, on peut la trouver comme on veut, on peut avoir l'avis qu'on veut. Enfin, on peut difficilement expliquer que c'est l'horreur absolue quand soi-même on utilise ce type de moyens. Puis vous faites une comparaison entre la ville de Paris et la région Île-de-France, comparaison, pourquoi pas, entre deux collectivités qui n'ont pas grand-chose à voir quant à leur impact sur la vie réelle des gens. Mais puisque vous vous lancez dans les comparaisons, je vous inviterai bien volontiers à comparer les deux rapports de la Chambre régionale des comptes, celui qui concerne la ville de Paris, qui met totalement en pièces l'ensemble de l'argumentaire qui est repris ad nauseam par le groupe Changer Paris depuis des mois et des mois et des mois, et qui met complètement en pièces l'ensemble de ces arguments, et celui que la Chambre régionale des comptes porte, ou l'avis que porte la Chambre régionale des comptes sur la région Île-de-France. Cela dit, là où je vous rejoins, c'est que c'est deux façons assez différentes de faire de la politique, celle de la région et celle de la ville de Paris, de façon assez différente de voir le rôle des collectivités locales et du service public. Parce que comme vous l'avez tout à fait relevé, nous n'avons ni peur ni honte des dépenses de fonctionnement. Parce que c'est quoi une dépense de fonctionnement ? Une dépense de fonctionnement, c'est des places en crèche. Une dépense de fonctionnement, c'est des agents dans les gymnases que nous avons créés.
Une dépense de fonctionnement, c'est des animateurs pour suivre les temps périscolaires. Une dépense de fonctionnement, c'est des agents pour accueillir le public ici en mairie d'arrondissement à la ville de Paris. En fait, une dépense de fonctionnement, c'est l'expression d'un service public. Et réduire les dépenses de fonctionnement, alors il y a plein de petites dépenses sûrement, on peut tout à fait faire plein d'économies sur plein de trucs, hein. Entre nous, c'est pas avec les frais de bouche de la mairie du 18e, ou de celle du 7e d'ailleurs, ou de celle du 15e, ou de la ville de Paris, enfin tout ça c'est ridicule. Les dépenses de fonctionnement, cher Éric Hellers, c'est du service public. Et quand on réduit les dépenses de fonctionnement, on réduit le service public. Et quand on regarde la politique qui a été menée, par exemple dans les lycées, et dans le lycée régional du 18e, on se rend compte de ce que c'est que ne pas admettre que le service public a un coût. Et moi je dis que je préfère les élèves dans les collèges ou dans les écoles que je gère à Paris plutôt qu'être élève dans les lycées gérés par la région Île-de-France, parce que la situation qui est faite à nos lycéens, et je ne parle que de Paris, imaginez ce que c'est chez nos voisins de la Seine-Saint-Denis, est un scandale. Le fait que la région Île-de-France se soit refusée à revenir à un taux normal de service dans les transports en commun est un scandale. Le désinvestissement de la région Île-de-France, notamment pour les associations en politique de la ville, rendez-vous compte, les économies qui ont été faites par la région sur le dos des habitants des quartiers populaires, par exemple du 18e arrondissement de Paris, est un scandale. Et donc moi j'assume complètement cette divergence. Pour ce qui est de la gestion, je vous invite à vous référer au rapport de la Chambre régionale des comptes qui démontre, c'est son rôle, que la ville de Paris est tout à fait bien gérée. On a connu, comme tout le monde, un choc que personne n'anticipait, mais que la ville de Paris a un budget qui est tout à fait bien géré, contrairement aux bêtises qu'on entend ressasser sans cesse par un certain nombre d'élus et malheureusement d'éditorialistes. Je remarque que le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la région Île-de-France, qui n'est pas catastrophique, hein, ne démontre pas non plus que la comparaison mérite à tel point d'être faite au bénéfice de la région, plutôt au contraire. Et j'assume que oui, notamment dans les quartiers dans lesquels les habitants sont les moins riches, le service public est une richesse, et non seulement j'assume, mais je revendique que nous ayons fait le choix de dépenser la richesse de Paris au bénéfice des Parisiennes et des Parisiens, et notamment de ceux qui sont les moins aisés. Et vous savez ce que serait aujourd'hui le 18e si la ville de Paris, avec son assise, n'avait pas eu la capacité d'investir autant qu'elle l'a fait et de payer autant de dépenses de fonctionnement pour le 18e qu'elle le fait tous les ans, eh bien on n'aurait pas les taux de réussite au brevet qu'on a aujourd'hui dans le 18e. On n'aurait pas les capacités pour les élèves, notamment issus de familles plus défavorisées, de réussir à l'école. On n'aurait pas le meilleur taux de place en crèche de tous les départements de France. Et c'est d'abord dans nos quartiers que les gens ont besoin de place en crèche. On n'aurait pas rattrapé l'immense retard qui avait été pris, notamment dans le 18e, en matière d'offres sportives. Donc dites-nous ce qu'il aurait fallu que nous ne fassions pas. Et dites-nous ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. On ne fait pas le nouveau conservatoire? On ne fait pas les nouveaux logements? On ne fait pas les nouveaux gymnases? On ne fait pas l'aréna? Parce qu'au bout d'un moment, il faut aller au bout de la logique. Il faut assumer ce qu'on fait. Et donc, si vous voulez que nous dépensions moins en dépenses de fonctionnement, il faut arrêter de faire des vœux en permanence pour expliquer qu'il faut dépenser plus et nous demander en même temps de dépenser moins. Et tout ça, c'est de la mauvaise politique. Voilà pourquoi je suis extrêmement heureux de contribuer à gérer cette collectivité qui se met totalement au service de ses habitantes et ses habitants. Cela dit, ça n'avait rien à voir avec la délibération, et donc je laisse la parole à Mario Gonzalez. Merci, monsieur le maire, pour ces propos parfaitement clairs et parfaitement cohérents. Et je ne vais pas en rajouter des tonnes, juste faire un regret, avoir prononcé un regret, c'est que je me souviens d'une droite, qui restait la droite, mais qui néanmoins venait avec nous, rue Mira, au nom de la région Île-de-France, inaugurer une résidence sociale. Et je me souviens de Pierre-Yves Bournazel et de M. Honoré ici présent, qui se félicitaient de l'investissement de la région pour cette résidence. Eh bien aujourd'hui, la région ne finance plus de logement social à Paris, ne finance plus de résidence sociale. C'est un grand regret. Voilà, comme l'a dit le maire, ce sont deux politiques différentes. Et donc, je vais mettre aux voix la DLH 4 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est
adopté au plus grand bonheur des personnes qui ont habité au 46 de la rue Championnet. J'en viens à la DLH 61 concernant des garanties d'emprunt pour le financement de divers programmes de création de logements sociaux demandés par Habitation Confortable, et la parole est à Éric Ehlers. 61 sur Habitation Confortable. Non, alors je la soumets aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. DLH 70, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Et j'en viens à des programmes de travaux visant à créer des îlots de fraîcheur dans des immeubles de logements sociaux. La parole est successivement à Madame Anne-Claire Boux, Éric Ehlers et Gilles Ménède. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, peut-être en aparté pour continuer dans la clarté du propos de Monsieur le maire et de Mario Gonzalez sur les propos précédents, le soutien de la région à la politique de la ville à Paris, c'est 0 €. Voilà. Je vous laisse faire la conclusion. Et pour revenir à notre sujet qui concerne l'urgence climatique, l'étude Paris face au changement climatique, conduite par mon collègue Dan Lert, montre que Paris s'expose à une augmentation de 2,3 degrés d'ici 2050. Cette augmentation va s'accompagner de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de caniculaires et aura pour conséquence le renforcement de l'effet d'îlot de chaleur urbain que nous subissons à Paris. Pour cela, il est urgent d'agir dès maintenant pour limiter la progression de l'effet d'îlot de chaleur urbain dans les années à venir. Car nous savons aussi, et nous le répétons, nous ne le répéterons jamais assez, que les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les habitants les plus vulnérables dans les quartiers populaires. Des quartiers où l'habitat est dense, des quartiers inadaptés aux fortes chaleurs, avec des logements mal isolés aussi bien l'hiver que l'été, un environnement peu végétalisé, moins d'espaces verts en moyenne par habitant et peu de possibilités de quitter la ville pendant des vagues de chaleur. Alors cette adaptation au dérèglement climatique, elle doit se faire en priorité dans les quartiers populaires. Des solutions existent, une variété de solutions pour limiter l'effet d'îlot de chaleur urbain, comme par exemple la végétalisation, la débitumisation, la création de pleine terre, l'installation de points d'eau, la gestion des eaux pluviales ou encore la pose d'ombrières. Et à Paris, c'est le chantier que nous avons engagé au niveau de la ville de Paris et notamment avec les bailleurs sociaux pour pouvoir faire cette transition en priorité dans les quartiers populaires. Concernant cette délibération, c'est un projet qui concerne 142 résidences rue Championnet. Cette subvention vise à financer des travaux qui permettront de renforcer les opérations de désimperméabilisation et de végétalisation qui avaient déjà commencé en 2019. Elles permettront aussi la création de zones d'ombre, la pose de brumisateurs et le renforcement de la végétalisation, mais aussi la pose d'un revêtement clair sur la voie pompier. Tout ce chantier se fera en concertation avec les locataires et permettra d'améliorer le confort d'été des résidents et résidentes, tout en favorisant aussi le vivre ensemble grâce à l'embellissement, mais aussi la pose de bancs pour favoriser cette convivialité entre les résidents et les résidentes. Je tiens donc ici à saluer le travail de Mario Gonzalez, adjoint à l'urbanisme et au logement, pour cette délibération, et je vous invite, chers collègues, à voter cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ehlers. Merci, Madame la maire. Je rejoins un grand nombre des propos de Madame Boux sur la préoccupation de nos concitoyens au regard des îlots de chaleur. J'ai pu participer à un atelier sur le secteur ordinaire poissonnier et dans le groupe de travail dont je faisais partie, c'était le point qui venait en premier lieu. Les gens demandaient à ce qu'il y ait sur ce secteur un maximum d'espaces verts de pleine terre et d'espaces verts avec des arbres pour précisément créer un îlot de fraîcheur. Donc oui, c'est majeur, on le sait, on le vit. Et à cet égard, la majorité, depuis, peut-être pas sous cette mandature, mais sous d'autres mandatures, a quand même eu un comportement assez étrange quand elle a voulu bétonner des espaces verts, des jardins publics, des jardins de logements sociaux et ou des espaces sportifs.
Voilà, donc vous pourrez nous dire, chers collègues de la majorité, ce que vous pensez de cette politique, si vous souhaitez la poursuivre ou si vous souhaitez sanctuariser ces espaces verts. Maintenant, concernant le projet qui nous est soumis, donc il s'agit de créer des ombrières. Donc c'est des espèces de petites pergolas, d'après ce que le dossier indique, et notamment une pergola qui serait équipée de brumisateurs. Donc ma question est-ce qui va s'occuper de l'entretien de ces brumisateurs qui risquent d'être des équipements assez fragiles? Est-ce que ça va être à la charge des locataires? Le tout, je ne suis pas en mesure d'apprécier la pertinence de ce choix par rapport à d'autres choix. Ce qui aurait semblé logique, c'est de planter des arbres, qui est quand même le meilleur climatiseur naturel, des arbres à grand développement. Peut-être n'était-ce pas possible dans ce lieu en raison du sous-sol. Peut-être qu'on n'est pas justement dans un espace en pleine terre, vous nous le direz. Mais pour toutes ces raisons, et étant donné quand même le coût, ça donne l'impression d'être assez gadget. C'est sur les accès que va être installé cet équipement, et non pas dans les appartements. Aussi, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mario Gonzalez. Gilles Ménette qui voulait intervenir, je crois. Alors, je n'avais pas forcément prévu d'intervenir sur cette question, mais je ne peux que soutenir effectivement les projets de Mario Gonzalez dans le cadre de ces programmes de travaux visant à créer des îlots de fraîcheur dans les cours des immeubles. Notre politique, c'est évidemment de créer des îlots de fraîcheur, et j'en avoir pour preuve aussi que j'ai effectivement à suivre des projets que d'aucuns n'avaient pas suivis lors des précédentes mandatures. Je pense notamment au square du 21 avril 44, où à l'époque des ombrières étaient prévues et certains ne l'avaient pas fait, et je crois que Madame Anne-Claire Boux doit savoir de qui je parle. Donc notre politique est très claire sur ce sujet-là. Effectivement, il s'agit d'avoir le maximum d'espace vert possible, d'avoir des plantations d'arbres, et je ne peux être que favorable à la délibération qui est proposée par notre collègue Mario Gonzalez sur la création d'îlots de fraîcheur donc dans ces immeubles de logements sociaux. Et puisque vous en parliez, Mario Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est une délibération qui me fait très plaisir parce qu'elle me permet de saluer une personne que j'apprécie énormément, qui est la présidente de l'amicale de cette résidence de Sonze, rue Championnet, Madame Bloss, dont le mari, sauf erreur de ma part, était un ancien élu aussi, du 18e, un élu communiste. Et c'est une personne charmante, et c'est surtout, avant tout, une locataire très engagée pour sa résidence. Et je suis sûr que sa détermination, son obstination même, et pour quelque chose dans ses travaux. C'est une résidence des années 50 que je connais bien, qui connaît pas mal de difficultés en termes de performance énergétique, puisque construite dans les années 50. Vous parlez de gadgets, certainement pas. Il s'agit d'ombrières qui ont fait leurs preuves. L'idée est évidemment de créer des zones d'ombre, donc je ne vois pas là un quelconque gadget. Voilà, je pense que c'est quelque chose, ce sont des travaux. Alors, également, vous avez parlé d'espaces verts et d'arbres. Alors, c'est une résidence qui a cette particularité, c'est qu'elle a déjà beaucoup d'espaces verts et elle a déjà certains arbres. Pas beaucoup, elle pourrait peut-être en avoir plus. Je suis d'accord avec vous, j'en conviens. Mais néanmoins, par rapport à plein d'autres résidences, s'il y a bien une particularité au sein de cette résidence, c'est justement l'importance de ces espaces verts auxquels les locataires tiennent énormément. Donc on vient rajouter de la fraîcheur dans ces espaces verts, notamment dans les zones bitumées. Voilà, donc c'était juste ces observations. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DNH 77. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous en remercie. On en vient à la DU 61, vente à Aximo de 2 logements et une cave en vue de réaliser des logements locatifs sociaux au 13 rue Boineau. La parole est à Éric Ehlers. Merci, monsieur le maire. Donc, nous sommes de nouveau dans le quartier Amirault-Saint-Plon, en lisière de quartier politique de la ville. La rue de Boineau est une rue qui comporte déjà un certain nombre de résidences de logements sociaux. Le quartier est fragile, nous ne souhaiterions pas qu'il soit déséquilibré et qu'il passe à quartier en difficulté. C'est pour ces raisons-là que nous ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie. Mario Gonzalez.
Bien, vous avez évoqué le quartier Amiro-Simplon tout à l'heure et vous l'aurez évoqué maintenant. Et vous faites un parallèle entre logements sociaux et, d'une certaine façon, détérioration d'un quartier. Je vais vous dire, heureusement qu'il y a des logements sociaux pour avoir la nouvelle rue du Nord que l'on a actuellement. Heureusement qu'il y a des logements sociaux pour avoir la rue Boineau telle qu'elle existe aujourd'hui. Heureusement. Parce que, vu ce qu'avait fait le privé, très franchement, c'était pas glorieux. Et vous parlez de cette adresse-là particulièrement. Sachez que c'est une adresse sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, notamment avec le cabinet du maire, que je tiens à remercier, puisqu'il s'agit effectivement de 2 logements et d'une préemption qui est faite au titre d'une faculté dont s'est dotée la ville de Paris, de préempter dans le diffus. Donc vous évoquez une détérioration du quartier. Je vous invite à aller voir les conditions dans lesquelles vivent les 2 familles qui vivent actuellement dans ces logements. Ça, c'est de la détérioration. Et c'est même inhumain la manière dont ils vivent. Et donc, justement, nous avons missionné Aximo, qui a pour particularité de pouvoir reloger en urgence ces 2 familles. Et c'était notre priorité, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité préempter en urgence ces 2 logements. Donc, je suis très heureux de cette délibération, et surtout très heureux pour ces 2 familles. Merci beaucoup, Mario. Je partage évidemment la fierté que l'on a à être capable aussi bien de faire une grande politique du logement et du logement social, mais aussi parfois d'intervenir sur des sujets plus précis. Et j'ajoute, pour rappeler un petit peu l'histoire du 18e, que le logement social dans le 18e souvent se substitue à ce qu'on appelle pudiquement le logement social de fait. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de logements dans lesquels sont des très riches pour en faire des logements sociaux. On essaye de le faire, on le fait un petit peu parfois, notamment rue des Trois Frères, dans ces quartiers-là bien sûr, mais on est souvent dans l'humanisation de situations. Si on laisse faire le marché, ce qui n'est pas toujours impossible, on laisse d'abord longtemps les gens vivre très mal, et le jour où la réhabilitation se fait, on exclut les familles qui habitaient dans ces quartiers. Quand on intervient avec la puissance publique, on gère les choses, on permet aux familles les plus pauvres parfois de rester, et puis on permet cet équilibre. Et je voulais juste redonner un élément, parce qu'encore une fois, moi je suggère à l'ensemble des élus d'essayer de se raccrocher toujours, non pas à des perceptions qu'on peut avoir, mais à un certain nombre de faits. Le quartier Amiro-Simplon a quitté la classification de politique de la ville il y a quelques années, parce qu'en réalité, la situation s'y est très largement améliorée. Et nous nous sommes beaucoup battus, Maya Akari s'en rappelle sûrement, à l'époque avec Myriam El Khomri, pour faire en sorte que ce quartier puisse rester en veille active, c'est-à-dire puisse continuer de bénéficier de la politique de la ville dans ce quartier. Mais en réalité, quand on regarde les grands mouvements qui sont attestés, pas des sentiments, qui sont attestés par des faits, et notamment par des décrets pris ministériels, par des cartographies réalisées de façon extrêmement précise, à l'iris près, on ne peut pas dire que le quartier Amiro-Simplon, d'ailleurs on ne peut dire cela d'aucun quartier du 18e quasiment, s'appauvrirait parce qu'on y ferait du logement social. C'est tout l'inverse qu'on a fait ces 20 dernières années dans le 18e. Mais nous, on est arrivé à faire la reprise en main, ces 20 dernières années, d'un certain nombre de quartiers du 18e, sans faire l'exclusion des plus pauvres. Au fond, c'est ce qui différencie le 18e d'aujourd'hui de ce qu'il était il y a 20 ans. Et c'est ce qui explique pourquoi le 18e d'aujourd'hui n'est pas devenu un quartier qui exclut les catégories sociales moyennes et populaires. Si la classe moyenne et si les catégories sociales et populaires, les catégories sociales populaires ont pu rester dans le 18e, c'est justement parce qu'on a mené cette politique. Évidemment, quand nos prédécesseurs ne faisaient rien dans le 18e, il y avait que des pauvres, ils vivaient entre eux dans des conditions horribles. Nous avons fait en sorte de pouvoir rééquilibrer les quartiers, de pouvoir lutter contre l'habitat insalubre et de pouvoir maintenir les familles des catégories sociales et moyennes dans le 18e. C'est une immense fierté que notre politique du logement, pour moi, dans le 18e, c'est pas la mienne, elle a commencé bien avant que je ne sois élu du 18e, pas si longtemps avant, parce qu'il a fallu attendre que Bertrand Delanoë soit élu maire de Paris quand même pour qu'on s'intéresse à ces quartiers. Avant, on prêchait dans le désert quand nous étions dans l'opposition à la ville de Paris. Et je pense qu'on a fait la démonstration de ce à quoi sert la puissance publique. Et moi, vraiment, je continuerai tout au long de cette mandature à inviter l'ensemble des élus à s'accrocher un peu plus aux faits et un peu moins aux fake. Ça nous fera du bien pour faire de la politique. Et donc, je vais proposer de mettre aux voix la DU 61 qui est pour...
Explication de vote, allez-y, je vous en prie. Simplement, pour vous montrer que nous ne sommes pas déjà obtus, contrairement à ce que voudrait bien dire assez fréquemment, la nature de la délibération qui nous est présentée ne nous permet pas d'avoir les informations qui nous ont été communiquées par notre collègue M. Gonzalez, en dépit du ton sur lequel c'est fait, et qu'on pourrait apprécier que ce soit un petit peu plus cordial. Néanmoins, la nature, encore une fois, de la délibération ne nous permet pas de considérer tout ce que vous avez pu détaillé, et ce en quoi donc nous voterons favorablement cette délibération. Et pour une correction, monsieur le maire, vous évoquez la rue des Trois Frères, il n'y a pas de notion d'insalubrité ou de péril sur l'immeuble que vous allez encore une fois tomber, avec une réduction de la cour intérieure de 40% et avec une surélévation totalement inesthétique et en contradiction avec l'esprit de cette rue. Donc, si au certains final, pensent... nous voterons favorablement cette délibération. Et je vous en remercie. Si vous pensez que l'insalubrité ou la difficulté des copropriétés se limite au quartier populaire du 18e, vous connaissez bien mal Montmartre, mais ça ne me surprend pas. Unanimité donc, et je vous en remercie.